Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus, il est temps de récolter les fruits de notre controverse sur le sujet de la liberté. Je vous avais donc demandé de défendre votre opinion sur cette question, la liberté existe-t-elle? Et vous savez, ce genre de vidéos, c'est des vidéos qui comptent vraiment pour moi, parce que ce sont des vidéos où je vais pouvoir mettre en avant vos idées, vos réflexions, vos créations. Et je voudrais vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à ce nouveau format, vous avez été très nombreux à participer, et je suis d'autant plus content que beaucoup d'entre vous y sont allés à reculons, en m'écrivant des choses du genre je ne suis pas philosophe mais, ou alors c'est la première fois que je me lance dans ce genre de réflexion, ou alors je me sens pas légitime mais voici ce que je voulais quand même dire. Donc c'est très bien parce que vous savez, on est là pour ça, et à force de lire des grands textes, à force de faire l'effort de formuler vos opinions, de les défendre sur des grandes questions philosophiques, et puis aussi à force d'écouter les points de vue des autres sur ces questions, vous allez vite progresser, nous allons vite progresser. Sur cette question, la liberté existe-t-elle? Je vous ai sélectionné 4 développements, mais encore une fois, cette sélection n'enlève rien à l'intérêt des autres publications. L'idée est vraiment de passer ensemble un moment agréable de réflexion. Maintenant, nous allons passer à la lecture, et puis j'aurai une faveur à vous demander. Nous allons donc découvrir 4 points de vue, 4 développements sur cette question, la liberté existe-t-elle? Pour poursuivre l'exercice, je vous invite à commenter ces textes, à les questionner, à tenter de les réfuter, avec courtoisie, cela va de soi. Par ailleurs, si vous considérez que cette sélection laisse un angle mort dans la réflexion, je vous invite à la compléter de votre propre développement. C'est d'autant plus important que, comme vous allez le voir, je n'ai pas été en mesure de sélectionner un point de vue tranché et convaincant qui démontrerait l'inexistence de la liberté. Ce que vous allez entendre, ce sont plutôt des points de vue nuancés sur le sujet. Ceci étant posé, commençons. En 4e position, je vous ai choisi un texte de Muscar 12. Il convient de débuter par une tentative de définition. Est libre celui qui n'est pas contraint. A contrario, n'est pas libre l'esclave ou le prisonnier. Ainsi, d'un point de vue social ou politique, la liberté est un concept opérationnel, souvent inscrit dans une dynamique, celle de l'émancipation par exemple. Le contradicteur pourrait m'attirer sur le terrain de la génétique, du déterminisme social, des instincts et pulsions, de la grande chaîne des causes et des effets, qui fait que j'apparais dans le monde sans avoir choisi mon physique, ma langue, ma famille, ma classe sociale, mon inconscient, etc. Je suis un automate. Je ne pose donc pas d'acte libre. Je suis traversé et téléguidé par une multitude de causes, de principes originels. Mais je suis homme, pourtant. Je considère l'animal et je vois bien qu'il n'exerce pas sa raison. Le bec du perroquet qui l'essuie, quoi qu'il soit net. Je suis doté, et ce dont je ne l'ai pas choisi, il est vrai, d'une raison, d'une mémoire, d'une volonté, d'une conscience. J'analyse ma condition, ce que mon frère animal ne fait pas. Cela fait-il de moi un être libre? Je suis, par cette conscience, apte à considérer que dans telle situation, j'ai un choix à faire. Si aucune contrainte ne s'exerce sur moi, je suis alors apte à poser un choix, et c'est alors que j'exerce ma faculté d'être libre. Certes, je traîne avec moi un sac de déterminisme, et pourtant, conscient de ce que je suis, de ce dont j'hérite, de mon tempérament, de mes capacités, je suis en mesure de les accepter et de poser, malgré cela, ou plutôt avec cela, des actes conformes à ma nature, c'est à savoir ma nature humaine, vouée naturellement à agir pour le bien commun, le bien de mes frères humains, conformément, je le concède, à une vision très classique, très humanisme de l'homme, celle de l'animal social des anciens. L'homme vivant naturellement en société, l'homme n'existe pas seul, à part sous la forme d'exception, tel l'ermite chrétien, ou de vue de l'esprit, tel l'homme naturel de Rousseau. C'est dans sa relation aux autres et avec les fameux déterminismes sociaux dont nous parlons qu'il existe, et ce n'est que dans ces conditions qu'il exerce sa liberté. Il a en effet le choix de poser un acte vertueux, c'est-à-dire un acte conforme à sa nature sociale, un acte juste ou généreux ou aimable, etc., ou un acte vicieux, un acte qui détruira le lien social, la relation, la convivialité humaine. Comme Descartes, donc, je pense que la liberté est une notion essentiellement éthique. La nouvelle définition de la liberté que je formulerai sera donc la faculté de poser un acte beau, bon ou honnête, c'est-à-dire conforme à la nature sociale de l'homme. En cela, cette liberté éthique est bien évidemment sociale et politique. Merci beaucoup pour ce beau et généreux développement. Je dois avouer qu'à titre personnel, je tique toujours un peu quand j'entends que les animaux ne sont pas doués de raison. Bien sûr, c'est quelque chose dont on peut débattre, mais tu serais surpris de voir les performances de certains animaux, notamment les corvidés. Bien sûr, nous aurons l'occasion de débattre de cette question de savoir si l'homme est un animal comme les autres. En attendant, si ça vous intéresse, je vous signale un très bon livre qui s'appelle La fin de l'exception humaine de Jean-Marie Schaeffer. Je vous laisse le soin de commenter ce texte et nous allons maintenant passer au suivant.
En troisième position, je vous ai choisi un texte de Rémy Mangin que je vais vous lire maintenant. Nous sommes effectivement contraints, en tout temps, par les expériences que nous avons cumulées durant notre parcours. Lorsque nous faisons un choix, lorsque nous prenons une route, quelle qu'elle soit, nous sommes toujours influencés par ces expériences desquelles nous ne pouvons nous soustraire. Éducation, parcours de vie, etc. Et ce, tout au long de notre vie. Si l'on s'en tient à l'avis de Spinoza, alors non, nous ne sommes pas vraiment libres. Cependant, en fonction de l'échelle à laquelle on observe la liberté, alors le propos devient plus discutable. Oui, nous sommes en tout temps affectés par des causes extérieures de façon plus ou moins admise, mais notre conscience agit selon sa perception instantanée. Autrement dit, nous agissons avec liberté selon l'échelle de notre conscience. Reste à savoir si cette liberté vécue, bien qu'illusoire selon un autre référentiel plus large, et pourtant bien réelle dans le référentiel de l'individu qui fait ses choix, a une quelconque valeur. Selon moi, c'est bien la valeur qu'on donne à cette forme de liberté qui compte, et non la réponse à l'existence de cette liberté. Nous vivons libres dans l'océan de notre conscience, mais notre incapacité à observer les limites de l'océan n'a jamais signifié qu'il n'en a aucune, et notre incapacité à observer les limites n'empêche pas d'en apprécier chaque parcelle, de l'aurore de notre vie jusqu'à la dernière lune, dont l'eau nous partagera le reflet. Merci beaucoup pour ce développement, un point de vue plus sceptique donc sur l'existence de la liberté. Je voudrais également souligner que tu as raison d'utiliser des métaphores pour essayer de bien faire comprendre tes idées. En l'occurrence, je crois que j'aurais arrêté ta métaphore à dernière lune, parce que avec cette idée de reflet, je pense que tu complexifies inutilement les choses. En tout cas, c'était original et intéressant. Je vous laisse le soin de commenter ce texte si vous le désirez, et nous passons au suivant. En deuxième position, je vous ai choisi un texte d'Alex Le Maltais, le voici. La liberté existe-t-elle ? Qu'appelle-t-on liberté au juste ? Supposons que la liberté soit le fait de prendre des décisions sans causes extérieures nous influençant. Si tel était le cas, la notion de choix s'effacerait, puisque ce sont les causes extérieures qui nous proposent les choix. Enfreindre ou respecter une loi, ce choix n'est présent que par le système légal mis en place. Manger tel fruit plutôt qu'un autre, encore une fois, l'existence d'un extérieur ne fait que nous proposer des choix. Supposer que l'extérieur ne nous influence pas serait juste tenter de rejeter la réalité. Alors, peut-être que la liberté est de connaître les causes extérieures qui vont influencer mon choix. Dans ce cas, si je connais les causes extérieures, je sais pourquoi je choisis et donc j'exerce mon libre arbitre. Cependant, il y a de nombreuses causes extérieures liées à notre passé, que ce soit notre culture, l'éducation reçue, notre vécu, etc. Toutes ces informations ne sont pas retenues par notre cerveau. Et quand bien même ce passé serait parfaitement connu, il faudrait connaître notre fonctionnement biologique. Pour cette raison, il paraît illusoire d'espérer connaître la totalité des causes extérieures. Si ces choix paraissent imposés, la responsabilité de nos choix n'appartient qu'à nous. Endosser nos choix consiste concrètement en deux choses. 1. Savoir que le choix est fait. 2. Accepter les conséquences de nos choix. Pourquoi accepter la responsabilité d'un choix qui nous aurait été susurré ? Pour deux raisons. Premièrement, prendre la responsabilité d'un choix fait de nous l'instigateur du choix. Il s'agit en fin de compte de récupérer ce qui nous appartient au destin. De plus, lorsqu'un choix est assumé, il devient mémorable. Comme nous l'avons vu précédemment, la mémoire est un frein à notre compréhension de nous-mêmes. Se souvenir de nos choix permet de connaître une plus grande partie des causes extérieures et donc d'accepter plus facilement nos choix comme étant notre responsabilité. Merci beaucoup pour ce développement et pour ta proposition. Si nous voulons donc augmenter notre liberté, tenons un carnet de bord de nos décisions. J'ai hâte de voir ce que vous allez en penser. Passons maintenant au dernier texte. En première position, je vous ai choisi un texte qui tient plus du plaidoyer que de la démonstration philosophique, mais on ne se refait pas. Il nous vient de l'illustre Taguchi Ukishi, et je vais vous le lire. Les montagnes ont l'imposante durée des millénaires, les hommes meurent quand ils ont fini d'être malades. Les fauves ont des griffes, les hommes de misérables doigts. L'univers est peuplé de mystères quand l'homme n'est ignorant. Pourtant, partout, du sommet des monts au fond des savanes et jusqu'aux espaces étoilés, l'homme s'impose en maître. Comment ce petit être chétif a-t-il pu dicter sa loi à l'immense nature, sa connaissance à l'hostile climat et sa ruse aux féroces animaux ? C'est que l'homme est liberté. Aussi bien l'histoire de l'humanité que notre humaine existence témoignent. Jeté nu au milieu de tous les dangers, les fureurs du noir océan l'agressent, mais il dompte les flots et navigue par-delà les mers, explore ses fonds ou cueille ses secrets. Le tigre n'en veut faire qu'une bouchée, mais l'homme le dresse, le soigne ou se pare de sa fourrure. La pesanteur croyait le gréver au sol, son corps l'incitait à marcher, mais le voilà planant, où nul oiseau n'alla, foulant les mêmes astres qu'il contemplait jadis. Pour tous les êtres, la nature impose, pour l'homme, elle propose, car il dispose. L'homme a le choix, il voit plus que le réel, il imagine le possible, il retient les causes, anticipe les conséquences, il pèse le probable, évalue son intérêt, met en balance la justice et décide. Ses choix sont si peu nécessaires qu'ils sont difficiles, si libres qu'ils conduisent au panthéon ou à l'échafaud.
Les hommes sont d'ailleurs si libres qu'ils peuvent défendre leur servitude, leur liberté va si loin qu'elle les autorise à la nier. Ainsi entend-on souvent glapir avec autant de verve qu'ils ont de lâcheté les sombres turiféraires de l'impuissance humaine. D'après eux, l'homme est une pierre, ses actions, des réactions. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'y a guère plus de mérite à la vertu qu'au vice? Que les électrodes qui torturaient Jean Moulin le déterminaient à demeurer silencieux? Qu'il y a autant d'intelligence, de jugement, de sélection et de choix dans le requiem de Mozart que dans le bêlement d'un mouton? La fascinante Joconde n'aurait pour seul père que hasard aveugle? Ces fiers déterministes ont-ils le mérite de la cohérence? Vous faites le choix de cacher le sentiment de votre liberté derrière la construction du déterminisme. Osez traiter avec la même indifférence dédaigneuse le violeur de votre fille et la feuille que le vent pousse. Cette incohérence vient de ce que c'est encore la liberté qui pousse à tant de paralogismes. De ces millions de causes qui enchaînent le monde dont ils rêvent, combien en peuvent-ils vraiment observer? Demandez à un déterministe la liste exhaustive des conditions nécessaires et suffisantes qui conduisirent à la composition de la 9e symphonie de Beethoven, ou, plus modestement, à celles qui ont conduit un individu à tel choix de vie, voire à tel numéro auquel il pense lorsqu'on lui suggère d'en imaginer un. Vous aurez des mots et des pirouettes, jamais de réponse. Notre intelligence est encore trop limitée pour connaître à fond la nécessité, clame-t-il, soudain épris de modestie. Mais si leur esprit est de leur aveu même si borné, pourquoi s'accroche-t-il à ces élucubrations qui nient la plus claire évidence? À l'intensité des regrets qui crient ma responsabilité, il préfère le fantasme du déterminisme. À l'hésitation qui inquiète, que j'éprouve maintenant dans ma chair et qui témoigne de ma capacité à choisir, il préfère l'idée que, peut-être, bien que personne n'en sache rien, un jour viendra où l'on prouvera qu'il n'eut jamais aucun choix. À la différence du déterminisme, la liberté n'est pas le résultat indirect d'une spéculation, mais un phénomène qui s'éprouve, dont je fais l'expérience directe et que je constate corrélativement dans le comportement d'autrui. En un mot, je suis libre avant que de faire l'hypothèse que je suis déterminé, et plus encore, ma liberté est une condition de ma capacité à faire une telle hypothèse. Mais si la liberté est évidente, son exercice, sans lequel elle n'est rien, ne l'est pas. Si l'homme choisit, tous les choix ne se valent pas. S'affaler des jours durant au fond du canapé n'est pas refuser d'engager son pays dans une vaine guerre sanglante. Le choix n'est pas libre qu'en agissant avec indifférence ou l'absence de contrainte, mais surtout en engageant sa personne dans un acte que seuls nous pouvons accomplir et dont nous assumons la responsabilité. La liberté est donnée à tous les hommes, mais les actes les plus libres réclament apprentissage et écoute de modèles. Si la liberté existe, c'est qu'elle fait moins l'homme que l'homme ne l'a fait. Alors commençons par choisir de quelle liberté voulons-nous? Celle du lâche qui refuse de prendre ses responsabilités, car tout est déterminé, l'improductif ectoplasme de la télé-réalité qui fait ce qu'il veut, ou Magellan qui, contre les hommes et la nature, prend son destin en main, accomplit son existence et réalise à travers les océans le premier tour du monde. Voilà qui est bien envoyé, et j'espère que ça va motiver les partisans de la thèse adverse à nous offrir un aussi beau plaidoyer. Voilà donc pour cette sélection de textes. Il me reste à vous remercier tous et toutes d'avoir participé, et maintenant j'ai une faveur à vous demander. Je voudrais vous demander, une fois que vous avez formé votre opinion sur le sujet de la liberté, de prendre le temps d'en tirer les conséquences pratiques, si vous le souhaitez en commentaire, en répondant à ces deux questions. Premièrement, quelles conséquences je tire de mon positionnement sur la manière dont je vais conduire ma vie? Et deuxièmement, quelles conséquences je tire de mon positionnement sur la manière dont je vais me comporter avec les autres? J'ai hâte de vous lire, prenez bien soin de vous et à très vite dans la suite de nos programmes.